En septembre 1943, le lieutenant Robert Dubois s'envola d'un aérodrome situé dans la région de Normandie, en France, pour ce que son escadron avait été informé être une mission de reconnaissance de routine au-dessus de la France occupée. Son P-51 Mustang ne revint jamais. L'armée de l'air française le déclara porté disparu, présumé mort. Sa famille reçut la lettre de condoléances standard et un drapeau plié. 60 ans plus tard, des randonneurs découvrirent les restes rouillés de son avion au cœur d'une forêt des Vosges, à 200 mètres de sa trajectoire supposée, avec des impacts de balles qui ne correspondaient pas au schéma des chasseurs ennemis. À l'intérieur du cockpit, les enquêteurs trouvèrent quelque chose qui força l'armée à révéler une mission classée si sensible qu'elle était restée enfouie pendant 6 décennies, le sauvetage de prisonniers alliés d'un camp qui, officiellement, n'avait jamais existé. Le capitaine David Dubois fixait la même pile de dossiers personnels depuis 20 minutes lorsque l'appel arriva. En tant que liaison de l'armée de l'air française avec l'Agence conjointe de recherche des personnes disparues, il s'était habitué aux affaires classées sans issue. La plupart du temps, une découverte se révélait être l'épave d'un avion civil ou un matériel militaire mal identifié, provenant de conflits bien postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Cet appel semblait différent. Capitaine Dubois, ici l'inspecteur Laurent Martin de la police fédérale belge. Nous avons une épave d'avion que votre base de données indique comme appartenant à un lieutenant Robert Dubois, porté disparu en septembre 1943. La plume de David s'arrêta sur le formulaire de réquisition. Dubois n'était pas un nom rare, mais la coïncidence fit se serrer sa poitrine. Son grand-père était Robert Dubois, Bobby, pour ses amis, porté disparu depuis 1943. Pouvez-vous me donner des détails, inspecteur? Des randonneurs ont trouvé l'épave hier dans la forêt des Vosges, à environ 40 km au sud-est de Gérardmer. Il s'agit apparemment d'un P-51 Mustang, numéro de queue 44 à 13 267. L'immatriculation correspond à votre agence. David ouvrit la base de données sur son ordinateur, ses doigts courant rapidement sur le clavier. Le numéro de queue fit apparaître un dossier qu'il n'avait jamais vu auparavant, marqué de niveau de classification nécessitant une autorisation supérieure à son habilitation. Inspecteur, je vais devoir vous rappeler. Pouvez-vous sécuriser le site? C'est déjà fait, mais capitaine, il y a autre chose. Nous avons trouvé des effets personnels dans le cockpit, un portefeuille, des photographies et ce qui semble être des documents militaires. Le portefeuille contient une pièce d'identité au nom du lieutenant Robert Dubois. David fixa l'écran de son ordinateur, où la photographie militaire de son grand-père le regardait depuis un dossier marqué « Examen historique classifié en attente ». Je serai sur le prochain vol pour Bruxelles, dit David. Après avoir accroché, David resta dans son bureau, à la base aérienne de Salon de Provence, essayant de comprendre ce qu'il venait d'apprendre. L'avion de son grand-père avait été retrouvé. Après 60 ans, Bobby Dubois rentrait chez lui. Mais quelque chose clochait avec l'emplacement. David sortit ses dossiers personnels, ceux que sa grand-mère lui avait donnés avant sa mort, 5 ans plus tôt. La dernière lettre du ministère de la Guerre, datée du 15 octobre 1943, indiquait que le lieutenant Dubois avait été perdu lors d'une mission de reconnaissance au-dessus du nord de la France. La zone de recherche s'était concentrée autour d'Amiens, à près de 300 km de l'endroit où l'épave avait été réellement trouvée. David ouvrit le dossier personnel de son grand-père parmi les archives familiales. Bobby avait 24 ans lorsqu'il disparut, pilote de chasse dans le groupe de chasse 357. Marié depuis 8 mois à la grand-mère de David, Sophie. Pas encore d'enfant. Le père de David ne naîtrait qu'en 1946, 2 ans après que Sophie se fût remariée. L'histoire officielle avait toujours été simple. Mission de routine, avion non rentré. Présumé abattu par des chasseurs ennemis. Une mort militaire propre qui permit à la famille de recevoir des indemnités et un drapeau plié en souvenir. Mais si Bobby effectuait une mission de reconnaissance au-dessus d'Amiens, que faisait son avion dans les Vosges? David saisit son téléphone et composa le numéro direct de la colonelle Jeanne Thornton. En tant que responsable de l'examen des archives historiques, elle avait accès à des dossiers classifiés qui pourraient expliquer l'incohérence. Jeanne, c'est David Dubois. J'ai besoin d'une faveur. Quel genre de faveur?
L'avion de mon grand-père vient d'être retrouvé dans les Vosges. L'emplacement ne correspond pas aux paramètres de sa dernière mission connue. David, tu sais que je ne peux pas discuter des archives historiques classifiées, même avec un membre de la famille. Je ne pose pas la question en tant que membre de la famille. Je la pose en tant que liaison avec l'agence conjointe, sur le point de partir pour la Belgique pour identifier des restes et récupérer un avion porté disparu. S'il y a des détails opérationnels qui affectent l'enquête, je dois les connaître. La colonella Thornton resta silenciosa un moment. Envoie-moi les coordonnées du site de l'épave. Je verrai ce que je peux trouver. Et, Jeanne. La base de données indique que le dossier de Bobby est en cours d'examen historique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un pose des questions sur le lieutenant Robert Dubois. Des questions qui nécessitent des réponses au-dessus de mon niveau d'habilitation. David raccrocha et réserva son vol pour Bruxelles. En préparant son identification militaire et ses documents d'enquête, il repensait aux histoires de sa grand-mère. Sophie avait toujours dit que Bobby était trop bon pilote pour se perdre lors d'une simple mission de reconnaissance. Elle avait insisté sur le fait que quelque chose d'autre s'était passé, quelque chose que l'armée ne leur avait pas dit. Pendant 60 ans, la famille avait pensé qu'elle surmontait son chagrin. Maintenant, David se demandait si elle avait eu raison depuis le début. Le vol pour Bruxelles donna à David le temps de revoir tout ce qu'il savait du dossier militaire de son grand-père. Bobby s'était engagé dans l'armée de l'air française en 1942, formé comme pilote de chasse et envoyé en Normandie début 1943. Il avait effectué 28 missions de combat avec le groupe de chasse 357 avant de disparaître lors de ce qui aurait été sa 29e. 28 missions réussies suggéraient un pilote expérimenté et compétent, pas quelqu'un susceptible de se perdre ou de commettre des erreurs de navigation qui l'auraient dévié de 200 mètres de sa route. Le téléphone de David vibra avec un message de la colonelle Thornton, examen du dossier terminé. Impossible de discuter des détails par téléphone. À ton retour de Belgique, viens me voir immédiatement. Il y a des choses sur la dernière mission de ton grand-père qui ne figurent pas dans le dossier standard. L'inspecteur Martin rencontra David sur le site de l'accident le lendemain matin. L'officier belge, dans la cinquantaine, était méthodique et minutieux, avec la patience acquise par des décennies de travail policier. Les randonneurs l'ont trouvé hier matin, expliqua Martin alors qu'ils traversaient la forêt dense. Ils suivaient un vieux sentier lorsqu'ils ont remarqué du métal scintillant à travers les arbres. L'épave était plus intacte que David ne l'avait prévu. Le P-51 s'était écrasé nez en avant dans une colline escarpée, l'impact enfonçant le moteur profondément dans le sol, mais laissant la section arrière et le cockpit relativement préservés. 60 ans de météo et de croissance forestière avaient recouvert une grande partie de l'avion, mais la silhouette distinctive était reconnaissable. Pas de dégâts par le feu, observa David en parcourant le site. C'est inhabituel pour une perte au combat. L'équipe médico-légale l'a remarqué aussi. De plus, les schémas de dommages par balles sont étranges. Martin guida David vers le fuselage de l'avion, montrant une série de trous le long du côté bâbord. Ces impacts proviennent d'en bas et de l'arrière, pas de chasseurs ennemis attaquant d'en haut ou de face. David s'agenouilla près de l'épave, examinant les trous de balles. Sa formation en enquête sur les accidents d'avion lui avait appris à lire les schémas d'impact. Ces coups suggéraient que le P-51 volait bas, peut-être en poursuivant ou en étant poursuivi par des forces terrestres. Inspecteur, avez-vous récupéré les effets personnels? Dans des sacs à preuves, à la station. Mais je peux vous dire ce que nous avons trouvé. Le portefeuille du lieutenant Dubois avec une pièce d'identité militaire, 2 photographies, l'une d'une jeune femme, l'autre d'une unité militaire présumée, et une enveloppe scellée contenant des documents. Quel type de documents? Nous n'avons pas ouvert l'enveloppe. Elle est marquée classifiée et semble en bon état malgré 60 ans d'exposition aux éléments. Nous avons pensé qu'il valait mieux attendre l'autorisation militaire. David sentit son pouce accélérer. Si Bobby transportait des documents classifiés, cela suggérait que sa mission était bien plus qu'une simple reconnaissance. Inspecteur, je dois tout voir, et je dois contacter mes supérieurs au sujet de ces documents.
En traversant la forêt pour retourner à la voiture, l'esprit de David s'emballa avec les possibilités. Son grand-père avait été abattu alors qu'il transportait des documents classifiés, à 300 km de sa zone de mission supposée, par des forces terrestres plutôt que par des chasseurs ennemis. Soit le lieutenant Robert Dubois était impliqué dans quelque chose de bien plus important qu'une reconnaissance, soit quelqu'un avait menti à sa famille pendant 60 ans. La station de la police fédérale belge à Marchand-Famenne était un bâtiment moderne qui contrastait fortement avec l'architecture médiévale de la ville environnante. L'inspecteur Martin guida David à travers un dédale de couloirs jusqu'à la salle d'épreuve, où les effets personnels de Bobby Dubois étaient disposés sur une table d'examen en acier. 60 ans dans un avion écrasé avaient laissé des traces, mais les objets étaient remarquablement bien conservés. Le portefeuille était en cuir, craquelé mais intact. Les photographies étaient tachées d'eau mais reconnaissables, et l'enveloppe scellée semblait presque intacte, protégée par ce qui ressemblait à un revêtement militaire imperméable. Le portefeuille contient une identification militaire standard, expliqua Martin, tendant à David une paire de gants pour manipuler l'épreuve. Lieutenant Robert Dubois, groupe sanguin O positif. Aussi, quelques objets personnels. David examina soigneusement la carte d'identité militaire de son grand-père. La photographie montrait un jeune homme aux yeux sérieux, arborant l'expression déterminée typique des portraits de guerre. C'était étrange de voir le visage de Bobby pour la première fois comme un égal, et non à travers le prisme de la mythologie familiale. La première photographie était celle de sa grand-mère Sophie, jeune et souriante, portant une robe que David reconnut des albums familiaux. La seconde photographie était plus intrigante, un groupe de militaires posant devant ce qui semblait être un aérodrome normand. Bobby était au centre, mais David ne reconnut pas les autres visages. Cette photo d'unité, dit David, étudiant l'image avec attention, ils ne sont pas tout pilotes. Comment pouvez-vous le dire? Les uniforms. Certains sont de l'armée de l'air française, mais d'autres sont différents. Britanniques, peut-être des forces françaises libres. Et cet homme-là, David pointa une silhouette en vêtements civils. Il n'est pas militaire du tout. Martin prenait des notes pendant que David poursuivait son examen. Les implications étaient troublantes. Si Bobby avait été photographié avec un groupe international incluant des civils, cela suggérait une implication dans quelque chose allant au-delà des opérations de chasse standard. Inspecteur, je dois contacter mes supérieurs avant d'ouvrir cette enveloppe. Mais d'abord, pouvez-vous m'en dire plus sur l'endroit exact où l'avion a été trouvé? Martin sortit une carte topographique détaillée de la région des Vosges. Ici, dit-il, marquant un X dans la forêt dense au sud-est de Gérardmer. L'emplacement est significatif car il est très isolé. Pas de route, pas de village, juste une forêt profonde. Si votre grand-père essayait de rejoindre les lignes alliées après avoir été abattu, ce serait un itinéraire inhabituel. David étudia la carte, la comparant à ses connaissances des lignes de front de 1943. En septembre 1943, cette zone était loin derrière les lignes allemandes. Si Bobby effectuait une reconnaissance au-dessus d'Amiens, il aurait dû se diriger vers l'ouest, vers la côte, et non vers le sud-est dans les Vosges occupées. À moins qu'il n'effectuait pas une reconnaissance, suggéra Martin. Avant que David ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom de la colonelle Jeanne Thornton apparut à l'écran. David, où en es-tu avec l'enquête? À la station de police belge, en train d'examiner les effets personnels. Jeanne, j'ai besoin d'une autorisation pour ouvrir des documents classifiés trouvés sur le site de l'accident. Négatif. N'ouvre rien de marqué classifié. J'arrive à Bruxelles ce soir avec une équipe du comité d'examen historique. Nous nous occuperons des documents. David ressentit une frustration familière face à la bureaucratie militaire. Colonel, je suis l'enquêteur assigné à cette affaire. S'il y a des détails opérationnels qui affectent. David, écoute attentivement. Le dossier de ton grand-père a été signalé pour un examen par des agences au-dessus de mon niveau d'habilitation. Ce n'est plus seulement une question de curiosité familiale. Il y a des implications de sécurité nationale. Quel genre d'implications? Le genre qui fait muter les gens à des postes administratifs dans des bases reculées s'ils posent trop de questions.
Sécurise tout et attends mon équipe. Après que Thornton eut raccroché, David fixa l'enveloppe scellée sur la table d'épreuve. Ce qu'elle contenait était suffisamment important pour que Bobby l'ait emporté lors de sa dernière mission et assez significatif pour rester classifié 60 ans plus tard. Des problèmes avec vos supérieurs? Demanda Martin. Quelque chose comme ça. Ils veulent que j'attende une équipe de révision avant de procéder. Ah, la bureaucratie, c'est pareil dans tous les pays. Martin s'appuya contre le mur, étudiant l'expression de David. Mais vous n'êtes pas du genre à attendre, n'est-ce pas? David pesa ses options. Officiellement, il devrait tout sécuriser et attendre l'équipe de la colonel Thornton. Officieusement, il enquêtait sur la mort de son propre grand-père et avait une autorité légitime en tant que liaison avec l'agence conjointe. Inspecteur, que disent les procédures belges pour les documents militaires? S'ils sont trouvés sur le territoire belge, ils relèvent de notre juridiction jusqu'à ce qu'ils soient officiellement transférés aux autorités compétentes, ce qui peut prendre des jours à organiser correctement. David apprécia l'approche diplomatique de Martin en matière de coopération internationale. Et si un enquêteur belge examinait ces documents dans le cadre d'une enquête sur un crash, cela serait-il dans les procédures standards? Martin ouvrit soigneusement l'enveloppe scellée en suivant les protocoles de manipulation d'épreuves. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Un briefing de mission dactylographié marqué « IE uniquement », une carte dessinée à la main avec des coordonnées marquées au crayon, et une liste de noms avec ce qui semblait être des adresses allemandes. David photographia tout avec son téléphone avant de lire les documents en détail. Le briefing de mission lui glaça le sang. Opération Rossignol. Classification ultrascrète. Objectif principal, extraction d'actifs d'intelligence de grande valeur d'une installation allemande de prisonniers. Objectif secondaire, destruction de l'installation pour éviter des représailles. Itinéraire de vol modifié pour éviter la détection radar. Pilote, lieutenant Robert Dubois, mission volontaire, classification d'actifs sacrifiables. Autorité, chef d'état-major combiné. Pas de soutien autorisé. La carte dessinée à la main montrait l'emplacement du site de l'accident marqué comme « point d'extraction alpha ». Les coordonnées correspondaient exactement à l'endroit où l'avion avait été trouvé. La liste de noms incluait des officiers alliés signalés comme prisonniers de guerre, avec des emplacements de camps allemands. Plusieurs noms étaient barrés à l'encre rouge. « Mon Dieu !» murmura Martin, lisant par-dessus l'épaule de David. Votre grand-père était en mission de sauvetage. David sentit le sol se dérober sous tout ce qu'il avait cru sur la mort de Bobby. Son grand-père n'avait pas été abattu lors d'une reconnaissance. Il effectuait une mission d'extraction classifiée pour sauver des prisonniers alliés d'un camp allemand. Et selon les documents, c'était une mission suicide dès le départ. Le téléphone de David vibra avec un message d'un numéro inconnu. Arrêtez de creuser. Certains secrets sont enfouis pour de bonnes raisons. Un ami. Il montra le message à Martin, qui fronça les sourcils. Quelqu'un sait que vous enquêtez. Quelqu'un sait que je m'approche de la vérité. David prit des photographies supplémentaires des documents, puis les replaça soigneusement dans l'enveloppe. Ce que son grand-père avait tenté d'accomplir était assez important pour que des gens continuent de surveiller, 60 ans plus tard. Inspecteur, je dois trouver le camp de prisonniers que Bobby cherchait à atteindre. Votre service des archives peut-il aider avec les installations militaires allemandes historiques dans cette région? Bien sûr, mais capitaine, si quelqu'un surveille votre enquête, vous devriez peut-être être prudent sur ce que vous découvrez. David pensa au message texte, aux avertissements de la colonel Thornton concernant les dossiers classifiés nécessitant une autorisation au-dessus de son niveau. La prudence ne permet pas de découvrir la vérité sur la mort de mon grand-père, dit-il. Et après 60 ans, je pense que sa famille mérite de savoir ce qui s'est vraiment passé lors de sa dernière mission. En quittant la salle d'épreuve, David ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était entraîné dans quelque chose de bien plus vaste qu'une simple enquête sur un crash. Son grand-père était mort dans une mission si secrète qu'elle restait classifiée 6 décennies plus tard. Des gens continuaient de surveiller, de protéger ce que Bobby avait tenté d'accomplir.
Les archives de l'Université de Louvain contenaient l'une des collections les plus complètes de documents sur la Seconde Guerre mondiale en Europe. La docteure Marie Vandenberg, archiviste en chef, rencontra David et l'inspecteur Martin dans une salle de recherche climatisée, bordée de classeurs s'étendant du sol au plafond. Installations allemandes de prisonniers dans la région des Vosges en 1943, dit-elle, sortant plusieurs dossiers épais d'un placard sécurisé. Nous avons des documents des archives de la Wehrmacht capturés après la guerre, ainsi que des témoignages de résistants locaux et de prisonniers libérés. David étala la carte dessinée à la main de Bobby sur la table de recherche, comparant les coordonnées avec les archives officielles de la docteure Vandenberg. L'emplacement marqué par son grand-père comme « point d'extraction alpha » correspondait à une zone désignée par les Allemands comme Stalag 17C, une petite installation pour les aviateurs alliés capturés. Ce camp est intéressant, expliqua la docteure Vandenberg, pointant un rapport dactylographié en allemand. Contrairement aux grandes installations de prisonniers, le Stalag 17C abritait moins de 50 prisonniers. Mais selon les rapports de la résistance, ce n'étaient pas des captifs ordinaires. Qu'est-ce qui les rendait différents ? Demanda Martin. Des officiers de renseignement, des pilotes abattus alors qu'ils transportaient des informations sensibles. Des hommes qui savaient des choses que les Allemands voulaient extraire par interrogatoire. David sentit les pièces du puzzle s'assembler. Donc, Bobby ne sauvait pas des prisonniers au hasard. Il extrayait des actifs de renseignement qui connaissaient des secrets alliés. Il semble que oui. Et regardez ceci. La docteure Vandenberg produisit un rapport de la résistance daté du 15 septembre 1943, 2 semaines avant la disparition de Bobby. Le réseau clandestin local a signalé une activité inhabituelle au 17C. Des officiers allemands arrivant de Berlin. Du matériel d'interrogatoire spécialisé livré. Ils se préparaient à quelque chose, réalisa David. Ou quelqu'un essayait d'empêcher quelque chose, suggéra Martin. La docteure Vandenberg étala d'autres documents sur la table. Le camp a été évacué le 30 septembre 1943. Tous les prisonniers ont été transférés vers des lieux inconnus. Aucun registre n'indique ce qui leur est arrivé. David vérifia la date de la mission de Bobby par rapport au calendrier d'évacuation. Son grand-père avait tenté l'extraction le 28 septembre 1943, 2 jours avant que les Allemands ne vident le camp. Le timing ne peut pas être une coïncidence, dit David. Bobby essayait de sortir ses prisonniers avant qu'ils ne soient transférés vers un endroit pire. Son téléphone sonna, interrompant la session de recherche. Le nom de la colonelle Jeanne Thornton apparut à l'écran. « David, où es-tu ? » « Je consulte des archives historiques liées à l'enquête sur le crash. »« Je t'ai dit d'attendre mon équipe. Nous atterrissons à Bruxelles dans 3 heures. »« Jeanne, j'ai trouvé des documents sur une installation allemande de prisonniers près du site du crash. Je pense que Bobby. » « Arrête tout de suite. Ce que tu penses avoir trouvé concerne des informations encore sensibles pour les opérations actuelles. » David s'éloigna de la table de recherche, baissant la voix. « Des opérations actuelles ? Jeanne, c'était il y a 60 ans. Certains secrets n'ont pas de date d'expiration. Retrouve-moi à l'ambassade à mon arrivée. Apporte tout ce que tu as collecté et cesse tes recherches indépendantes. » Après avoir accroché, David revint pour trouver la docteure Vandenberg et l'inspecteur Martin examinant le journal personnel d'un résistant de septembre 1943. « Capitaine, vous devez lire cette entrée, » dit la docteure Vandenberg, traduisant du français. 28 septembre 1943. Avion américain abattu près du 17C. Le pilote a tenté d'atteindre le camp, mais a été intercepté par une patrouille allemande. Les résistants locaux ont récupéré le corps du pilote et l'ont enterré dans la forêt. Les Allemands ont cherché pendant 3 jours mais n'ont rien trouvé. Le cœur de David battait à tout rompre. Bobby était arrivé au sol vivant. Selon ce récit, oui, poursuivit la docteure Vandenberg. Le résistant écrit que le pilote parlait anglais, portait une identification américaine et connaissait parfaitement la disposition du camp. Martin se pencha en avant. Qu'est-il arrivé au corps? La doctore Vandenberg continua la traduction.
La résistance l'a enterré avec les honneurs militaires dans une tombe marquée. Mais voici la partie intéressante. Le pilote leur a donné quelque chose avant de mourir, une liste de noms et un message à transmettre aux renseignements alliés. Quel était le message? Dites-leur que les rossignols volent dans un piège. Les Allemands connaissent les protocoles d'extraction. David sentit une certitude glaciale s'installer dans son estomac. Bobby n'était pas seulement mort en tentant une mission de sauvetage. Il était mort en essayant d'avertir le renseignement allié que leurs opérations secrètes avaient été compromises. Dr Vandenberg, le journal mentionne-t-il ce qu'il est advenu de cette liste de noms? Le résistant dit l'avoir remise à un officier de renseignement britannique qui l'a contacté 3 jours plus tard, mais cet officier n'était pas celui qu'il prétendait être. Que voulez-vous dire? L'homme parlait un anglais parfait et portait une identification correcte, mais il posait des questions qu'aucun officier allié n'aurait dû poser. Le résistant a suspecté qu'il s'agissait d'un espion allemand utilisant des accréditations capturées. Le téléphone de David vibra avec un autre message anonyme. Votre grand-père est mort en protégeant des secrets qui pourraient encore tuer. Arrêtez tant que vous le pouvez encore. Il montra le message à Martin, qui fronça les sourcils. Quelqu'un ne veut vraiment pas que vous appreniez la vérité. Ou ils ne veulent pas que j'apprenne qui a trahi la vérité, répondit David. La docteure Vandenberg poursuivit la lecture du journal. Il y a plus. Le résistant mentionne que plusieurs autres missions d'extraction alliées ont échoué à la même période. Toujours le même schéma. Des réponses allemandes précises, comme s'ils savaient exactement quand et où les missions auraient lieu. Quelqu'un du côté allié fournissait des informations aux Allemands, conclut David. Et votre grand-père l'a découvert, ajouta Martin. C'est pourquoi sa mission était classée comme actif sacrifiable. Quelqu'un voulait qu'il meure plutôt que de revenir avec des preuves de trahison. David réfléchit aux implications. Bobby n'avait pas été tué par une action ennemie aléatoire. Il avait été envoyé dans une mission suicide par quelqu'un qui savait qu'il transportait des informations pouvant exposer un traître dans le renseignement allié. Dr Vandenberg, avez-vous des archives sur qui a autorisé la mission de Bobby? Les documents que j'ai trouvés étaient signés par les chefs d'état-major combinés, mais cela peut désigner n'importe qui. Je peux chercher les registres d'autorisation, mais cela prendra du temps. Et capitaine, si ce que vous suspectez est vrai, les responsables de la mort de votre grand-père pourraient encore avoir de l'influence dans les agences de renseignement actuelles. Le téléphone de David sonna à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait « Inconnu ». Capitaine Dubois. La voix était âgée, américaine, avec un léger tremblement dû à l'âge. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle François Anlay. J'étais prisonnier au Stalag 17C en septembre 1943. J'attends depuis 60 ans que quelqu'un pose les bonnes questions sur ce qui est arrivé au pilote qui a essayé de nous sauver. David fit signe à ses compagnons de se taire. Monsieur Anlay, où êtes-vous? En Belgique. Je suis venu dès que j'ai appris que l'avion avait été retrouvé. Capitaine, votre grand-père était un héros qui est mort en essayant d'avertir le commandement allié d'un traître dans le rang. Mais les mauvaises personnes ont reçu son message en premier. Pouvez-vous me rencontrer? J'y suis déjà. Je suis dans le hall de l'hôtel en bas. Et capitaine, j'ai apporté la liste de noms que votre grand-père est mort pour protéger. Il est temps que la vérité éclate. David regarda l'inspecteur Martin et la docteure Vandenberg. En l'espace de 2 heures, il avait découvert que son grand-père était mort dans une mission trahie, tentant de sauver des prisonniers d'un camp compromis, transportant des renseignements sur des failles de sécurité alliées. Et maintenant, l'un de ces prisonniers l'attendait en bas avec des preuves cachées pendant 60 ans. Docteur Vandenberg, pouvez-vous sécuriser des copies de tout ce que nous avons trouvé? Bien sûr, mais capitaine, soyez prudent. Si la mission de votre grand-père a été trahie par le renseignement allié, les responsables peuvent encore protéger ce secret. En se préparant à quitter les archives, David réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'enquêter sur un crash. Il découvrait une conspiration qui avait coûté la vie de son grand-père et potentiellement compromis des opérations alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
François Anlay attendait dans le hall de l'hôtel. Un homme dans la fin de la nonantaine, avec des yeux clairs et l'allure de quelqu'un qui avait survécu à des épreuves qui briseraient la plupart des gens. Lorsqu'il vit David, il sourit avec une reconnaissance qui transcendait les décennies. « Vous lui ressemblez tellement », dit François, se levant avec l'aide d'une canne en bois. Bobby parlait sans cesse de sa famille. Il disait qu'il aurait un jour des enfants qui sauraient que leur grand-père était mort pour quelque chose qui comptait. La chambre d'hôtel de François Anlay donnait sur les rues pavées de Marchand-Famenne, mais son attention était concentrée sur un portfolio en cuir usé, clairement chéri pendant des décennies. L'inspecteur Martin les avait rejoints, comprenant que cette conversation nécessiterait un témoin officiel. « J'ai porté ceci pendant 60 ans, dit François, ouvrant le portfolio avec des mains prudentes. Votre grand-père m'a fait promettre que si je survivais à la guerre, je garderais ces documents en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un pose les bonnes questions. » À l'intérieur du portfolio se trouvaient des documents originaux écrits de la main de Bobby, ainsi que ce qui semblait être des documents allemands et une carte détaillée du camp de prisonniers. « Bobby n'est pas mort dans le crash de l'avion, » commença François, s'installant dans son fauteuil. Le P-51 s'est écrasé à environ 1 kilomètre du camp, mais il a survécu à l'impact. Nous avons entendu le crash depuis nos baraquements et vu des patrouilles allemandes se précipiter vers le bruit. David se pencha en avant. « Comment savez-vous ce qui lui est arrivé ? » Parce que 2 heures plus tard, il était dans notre enceinte. À l'intérieur du camp. Comment. François sourit sombrement. Votre grand-père était un sacré pilote, mais aussi un sacré soldat. Il avait mémorisé la disposition du camp à partir de rapports de renseignement, étudié les schémas de patrouilles allemandes et réussi à infiltrer une installation de prisonniers lourdement gardés. Martin prenait des notes pendant que François poursuivait son récit. Bobby m'a trouvé vers minuit le 28 septembre. J'étais l'officier allié le plus gradé parmi les prisonniers. Alors il est venu me voir en premier. Il a expliqué qu'il était là pour extraire des officiers de renseignement spécifiques qui avaient des connaissances sur les opérations de décryptage allemandes. Quels officiers? François sortit une liste écrite de la main nette de Bobby. Lieutenant-commandant Jacques Hartwell, cryptographe de la Royal Navy. Capitaine Ernest Muller, officier de liaison du renseignement des forces françaises libres. Lieutenant d'aviation Guillaume Page, spécialiste de la reconnaissance photographique de la RAF. Et moi, j'étais dans le corps des transmissions de l'armée, spécialisé dans les interceptions radio allemandes. David étudia la liste. Vous aviez tous des informations sur les opérations allemandes. Plus que ça, nous avions tous des connaissances sur la manière dont les Allemands interceptaient les communications alliées. Capitaine, la raison pour laquelle nous étions dans ce camp spécial n'était pas parce que nous étions des prisonniers précieux. C'était parce que nous avions tous découvert la même chose, chacun depuis un angle différent. L'expression de François s'assombrit. Quelqu'un dans le renseignement allié fournissait aux Allemands nos fréquences radio, nos protocoles de codage et les détails de nos missions. Nous avions chacun reconstitué des pièces du puzzle, et les Allemands devaient savoir exactement ce que nous avions appris. Martin leva les yeux de ses notes. Donc, le camp était une installation d'interrogatoire. Pire que ça, c'était l'endroit où les Allemands amenaient les officiers de renseignement alliés qui avaient découvert que leur propre camp était compromis. Ils devaient extraire chaque détail sur ce que nous savions et à qui nous aurions pu en parler. David sentit l'ampleur de la conspiration s'élargir. Bobby ne sauvait pas seulement des prisonniers. Il extrayait des témoins d'une trahison dans le renseignement allié. Exactement. Et il a presque réussi. François sortit la carte dessinée à la main de Bobby, annotée avec des itinéraires d'évasion et des positions de garde. Votre grand-père avait fait ses devoirs. Il connaissait un tunnel de drainage qui menait de la cuisine du camp à un ponceau à l'extérieur de la clôture périmétrique. Le plan était de nous extraire un par un sur 3 nuits. Qu'est-ce qui a mal tourné? La même chose que pour toutes les autres opérations de renseignement alliées dans ce secteur. Les Allemands nous attendaient. La voix de François s'alourdit d'une vieille colère. Bobby avait commencé à faire passer le lieutenant-commandant Hartwell par le tunnel de drainage lorsque les gardes allemands ont encerclé les 2 extrémités.
Il connaissait l'itinéraire d'évasion, l'heure exacte, et savait exactement où positionner leurs forces. Le téléphone de David vibra avec un autre message anonyme. Rencontrer d'anciens prisonniers est dangereux pour votre santé. Certains vétérans ne comprennent pas la sécurité opérationnelle. Il montra le message à François et Martin. François lut le message et rit amèrement. 60 ans plus tard, et ils essaient encore de tout étouffer. Qui, ils? Les gens qui ont envoyé votre grand-père dans une mission suicide pour éliminer les témoins de leur trahison. Les mêmes qui ont classifié ces dossiers pour que personne n'enquête jamais sur ce qui s'est vraiment passé. François sortit un document allemand de son portfolio. Bobby me l'a donné avant que les gardes ne le trouvent. C'est une copie d'un rapport de renseignement allemand daté du 27 septembre 1943, un jour avant la mission de Bobby. Martin examined the document. C'est en allemand, mais je peux distinguer certains détails. Interceptions radio, Hera's de mission, affectations de personnel. Bobby avait trouvé ce document dans le bureau du commandant du camp pendant son infiltration. François expliqua qu'il prouvait que les Allemands avaient une connaissance détaillée et préalable des opérations alliées, y compris le timing exact et les affectations de personnel pour les missions d'extraction. David étudia le rapport allemand. Même sans lire l'allemand, il pouvait voir des désignations d'unités alliées, des fréquences radio et ce qui semblait être des horaires de mission. Ce sont des informations qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant un accès de haut niveau aux opérations alliées. David réalisa que Bobby pensait la même chose. C'est pourquoi il était si déterminé à ramener ses preuves au commandement allié, même après l'échec de l'extraction. Que lui est-il arrivé? La voix de François devint calme. Les gardes allemands ont capturé Hartwell et Bobby dans le tunnel de drainage vers 3 heures du matin. Ils ont été ramenés au camp et conduits au bureau du commandant pour un interrogatoire immédiat. François fit une pause, luttant visiblement avec des souvenirs douloureux. J'étais dans un baraquement qui donnait sur le bâtiment administratif. Par la fenêtre, je pouvais voir des lumières dans le bureau du commandant toute la nuit. Vers l'aube, j'ai vu des soldats allemands transporter quelque chose enveloppé dans une bâche vers le parc automobile. Bobby, J.E. Croy. Mais, capitaine, voici ce que les dossiers officiels ne vous diront pas. Avant que les gardes ne le trouvent, votre grand-père a réussi à accomplir une partie de sa mission. François plongea dans son portfolio et en sortit un petit paquet de tissus. À l'intérieur se trouvait un émetteur radio militaire, compact mais sophistiqué pour la technologie de 1943. Bobby portait ceci avec lui pour maintenir le contact avec le renseignement allié pendant l'extraction. Avant d'être capturé, il a transmis tout ce qu'il avait découvert sur les documents de renseignement allemands et les opérations alliées compromises. David examina l'équipement radio. À qui a-t-il transmis? C'est là que l'histoire devient intéressante. Bobby était censé être en contact radio avec un officier de renseignement britannique nommé Rossignol. Mais lorsqu'il a essayé d'avertir Rossignol des documents de renseignement allemands, la réponse qu'il a reçue prouvait que Rossignol était la source de la fuite. Comment. François sortit la dernière note manuscrite de Bobby. Votre grand-père a écrit ceci pendant sa dernière transmission radio. Il avait découvert que Rossignol fournissait des informations aux Allemands sur les opérations alliées, y compris la mission d'extraction censée nous sauver. David Lut la note de Bobby. Rossignol compromise. Les Allemands ont une connaissance complète des protocoles d'extraction. Mission trahie de l'intérieur. Les documents de renseignement allemands prouvent que les fréquences radio alliées sont compromises. Rossignol fournit des détails opérationnels. Si je ne survis pas, enquêtez sur toutes les missions autorisées par le canal Rossignol, lieutenant R. Dubois. Dernière transmission 2h45, 28 septembre 1943. Monsieur Henley, qui était Rossignol? L'expression de François était sombre. Quelqu'un avec assez d'autorité pour autoriser des missions secrètes et assez d'accès pour classer les résultats lorsque ces missions échouaient. Quelqu'un qui pouvait s'assurer que les dossiers de votre grand-père restent enfouis pendant 60 ans. Le téléphone de David sonna. La colonel Thornton encore. David, je suis à l'ambassade.
Tu dois venir immédiatement et apporter tous les documents que tu as collectés. Jeanne, j'ai trouvé des preuves que la mission de Bobby a été compromise par le renseignement allié. Quelqu'un nommé Rossignol était. Arrête de parler. Arrête d'enquêter. Viens ici maintenant. C'est un ordre direct. Après avoir raccroché, David regarda François, qui l'observait avec compréhension. Votre colonel ne veut pas que vous appreniez quoi que ce soit sur Rossignol, observa François. Pourquoi cela importerait-il encore après 60 ans? Parce que certains secrets ne meurent pas avec ceux qui les ont gardés, dit François. Et parce que ceux qui ont hérité de ces secrets les protègent depuis. David réalisa qu'il faisait face au même choix que son grand-père 60 ans plus tôt. Suivre les ordres et laisser la vérité enfouie ou tout risquer pour exposer une conspiration qui avait coûté des vies alliées. François se pencha y en avant. Capitaine, j'ai 97 ans. J'ai gardé le secret de votre grand-père pendant 6 décennies, attendant quelqu'un d'assez courageux pour honorer son sacrifice en terminant ce qu'il a commencé. Qu'a-t-il commencé? Exposer ceux qui ont trahi les opérations de renseignement alliées pour leurs propres intérêts. Votre grand-père est mort en essayant de sauver non seulement nous, les prisonniers, mais chaque soldat allié dont les missions étaient compromises par des traîtres dans leur propre structure de commandement. David regarda les preuves étalées sur la table de la chambre d'hôtel, des documents prouvant la trahison du renseignement allié, des rapports allemands montrant une connaissance préalable des opérations secrètes, et la dernière transmission de Bobby identifiant la source de la fuite. Monsieur Henley, témoignerez-vous de tout ce que vous m'avez dit? J'attends depuis 60 ans qu'on me le demande. En dehors de la fenêtre de l'hôtel, David remarqua 2 hommes en costume sombre debout de l'autre côté de la rue, surveillant l'entrée du bâtiment. Quelqu'un surveillait définitivement son enquête. L'ambassade des États-Unis à Bruxelles était une forteresse de verre et d'acier, mais David avait l'impression d'entrer dans un piège plutôt qu'un sanctuaire. La colonelle Thornton l'accueillit dans le hall avec 2 hommes qu'il ne reconnut pas. Plus âgés, aux cheveux gris, avec l'allure de personnes issues du renseignement plutôt que de l'armée régulière. David, voici le docteur Guillaume Stone et monsieur Richard Hay, du comité d'examen des classifications historiques du département d'État, dit Thornton, son ton soigneusement neutre. Ils doivent discuter de votre enquête. Le docteur Stone fit un geste vers une salle de conférence sécurisée. Capitaine Dubois, nous comprenons que vous avez effectué des recherches sur la mission de votre grand-père. Nous sommes ici pour clarifier certains détails historiques qui pourraient avoir causé de la confusion. David portait le portfolio de François Henley, mais il avait laissé des copies de tout avec l'inspecteur Martin comme assurance. J'ai trouvé des preuves que la mission de mon grand-père a été compromise par quelqu'un nommé Rossignol. Les 2 officiels du département d'État échangèrent un regard. Hay se pencha y en avant. Capitaine, vous êtes tombé sur des informations liées à des opérations de renseignement en cours. Ce que vous avez interprété comme une trahison historique faisait partie d'activités de contre-espionnage autorisées. Contre-espionnage. Le docteur Stone ouvrit un dossier classifié. L'opération Rossignol était une opération complexe de désinformation conçue pour fournir de fausses informations au renseignement allemand. Votre grand-père savait que sa mission semblerait échouer. Mais l'objectif réel était de convaincre les Allemands que leur source de renseignement était plus précieuse qu'elle ne l'était réellement. David sentit la pièce vaciller autour de lui. Vous dites que Bobby savait que c'était une opération de désinformation. Le lieutenant Dubois s'est porté volontaire pour une mission qui nécessitait de paraître capturé tout en transportant de fausses informations. La trahison que vous avez découverte était en réalité l'achèvement réussi d'une opération de contre-espionnage qui a sauvé des milliers de vies alliées. Et produisit des documents supplémentaires. Les prisonniers du Stalag 17C faisaient partie de l'opération. Ils transportaient de fausses informations conçues pour tromper les décodeurs allemands sur les protocoles de communication alliés. David pensa au récit de François Henley, à la dernière transmission de Bobby, aux documents allemands prouvant une connaissance préalable des opérations alliées. Ce n'est pas ce que montrent les preuves. Les preuves peuvent être mal interprétées sans le contexte approprié, dit le docteur Stone avec aisance. Votre grand-père était un héros qui est mort en accomplissant une mission réussie.
La classification était nécessaire pour protéger les méthodes opérationnelles qui ont continué à être utilisées pendant la guerre. La colonelle Thornton était restée silencieuse pendant l'échange, mais David pouvait voir la tension dans son expression. David, ces messieurs ont pleine autorité sur les questions de classification historique. Votre enquête doit être transférée à leur juridiction. David ouvrit le portfolio de François Henley. J'ai la dernière transmission radio de Bobby, ses propres mots identifiant Rossignol comme une source de renseignements compromise. Examina la note manuscrite de Bobby. Capitaine, votre grand-père maintenait sa couverture même dans sa dernière transmission. L'identification de Rossignol comme compromis faisait partie de l'opération de désinformation conçue pour convaincre les intercepteurs allemands que leur source avait été découverte. Et les documents allemands que Bobby a trouvés prouvant que les opérations alliées étaient compromises. De fausses informations plantées par le contre-espionnage allié pour faire croire aux Allemands que leurs informations étaient plus précieuses qu'elles ne l'étaient réellement. Le docteur Stone ferma le dossier classifié. Capitaine, chaque pièce de preuve que vous avez découverte soutient la conclusion que l'opération Rossignol était une opération de désinformation réussie. Votre grand-père est mort en héros en accomplissant une mission qui a protégé des vies alliées. David fixa les deux officiels, reconnaissant la perfection polie d'une histoire de couverture bien répétée. Tout avait une explication. Chaque pièce de preuve pouvait être réinterprétée pour soutenir leur récit. Et le témoignage de François Henley? Il était là. Il a vu ce qui s'est passé. Et sourit avec sympathie. Monsieur Henley a 97 ans et a été prisonnier de guerre sous un stress extrême. La mémoire peut être peu fiable, surtout lorsqu'elle est filtrée à travers des décennies de spéculation sur des événements qu'il n'a pas pleinement compris à l'époque. Il a des documents, l'équipement radio de Bobby, des rapports de renseignement allemands, tous cohérents avec une opération de désinformation. Capitaine, nous comprenons votre désir d'honorer la mémoire de votre grand-père, mais vous risquez de mal interpréter une opération de renseignement réussie comme une preuve de trahison. Le téléphone de David vibra avec un message de l'inspecteur Martin. Chambre d'hôtel fouillée après votre départ. Henley déplacé dans un lieu sécurisé. Documents en sécurité. Les officiels remarquèrent son téléphone. Le docteur Stone se pencha en avant. Capitaine, nous devons vous faire comprendre que poursuivre cette enquête pourrait compromettre des opérations de renseignement en cours. Il y a des implications de sécurité nationale à rendre publics ces détails historiques. Quel genre d'implications? Et échangea un autre regard avec le docteur Stone. Les méthodes utilisées dans l'opération Rossignol ont formé la base des protocoles de renseignement encore en usage aujourd'hui. La révélation publique de ces méthodes pourrait compromettre des opérations en cours et mettre en danger des actifs actuels. La colonelle Thornton parla enfin. David, ces messieurs vous offrent un choix. Acceptez l'explication officielle de la mission de votre grand-père et recevez une reconnaissance pour son service héroïque, ou continuez à poursuivre une enquête qui pourrait entraîner des accusations pour compromission d'informations classifiées. David sentit le poids de 60 ans de secret peser sur lui. L'histoire officielle était propre, héroïque, et donnait à sa famille la reconnaissance qu'ils avaient toujours voulu. La vérité était désordonnée, dangereuse, et peut-être jamais entièrement prouvable. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le docteur Stone secoua la tête. Capitaine, le temps est un luxe que nous n'avons pas. Votre enquête a déjà attiré l'attention de partis qui ont leurs propres intérêts à garder certains détails historiques enfouis. Quels parties? Des services de renseignement étrangers qui bénéficieraient de la compréhension de la manière dont le contre-espionnage allié opérait pendant la guerre. Et produisit un document officiel. Nous sommes prêts à vous offrir une commendation pour le service de votre grand-père, des honneurs militaires complets pour son enterrement, et une compensation substantielle pour les années d'incertitude de votre famille concernant son sort. En échange de tous les documents liés à votre enquête, de votre accord pour accepter l'explication officielle de l'opération Rossignol, et de votre coopération dans des sessions de débriefing pour s'assurer qu'aucune information classifiée n'a été compromise. David étudia l'offre de règlement. Elle était généreuse, patriotique, et donnerait à sa famille tout ce qu'ils avaient voulu pendant 60 ans.
C'était aussi un pot de vin pour arrêter d'enquêter sur la vérité concernant la mort de Bobby. Que se passe-t-il si je refuse? La pièce devint froide. L'expression sympathique du Dr Stone se durcit. Capitaine, vous avez déjà obtenu des informations classifiées sans autorisation appropriée. Vous avez mené des recherches non autorisées sur des opérations de renseignement en cours. Vous avez compromis la sécurité opérationnelle en partageant des détails classifiés avec des ressortissants étrangers. Et ajouta, chacune de ces accusations pourrait entraîner une cour martiale et une en prison. Votre carrière militaire serait terminée, votre famille serait déshonorée, et la mémoire de votre grand-père serait entachée par association avec votre activité criminelle. La colonel Thornton semblait mal à l'aise, mais ne contredit pas les menaces. David pensa à François Henley, 97 ans et toujours en quête de justice, à la dernière transmission de Bobby avertissant d'une trahison, aux équipes de surveillance et aux menaces anonymes. J'ai besoin de parler à mon avocat avant de prendre une décision. Le Dr Stone se leva. Capitaine, nous vous donnons 24 heures pour considérer notre proposition. Après cela, l'offre est retirée et l'enquête se poursuit dans des circonstances différentes. Que voulez-vous dire? Le sourire de « était froid. Cela signifie que parfois les enquêtes se terminent par des accidents malheureux. Votre grand-père a découvert que poursuivre certaines vérités peut être dangereux pour la santé. En quittant l'ambassade, David réalisa qu'il faisait face au même choix que Bobby 60 ans plus tôt. Accepter l'histoire officielle et vivre en sécurité ou poursuivre la vérité est tout risqué. La différence était que Bobby avait fait son choix en connaissant les conséquences. David commençait tout juste à comprendre à quel point la vérité pouvait être dangereuse. À l'extérieur de l'ambassade, l'inspecteur Martin attendait dans une voiture banalisée. « Capitaine, nous devons parler. Monsieur Henley a des informations sur Rossignol qui changent tout. » David monta dans la voiture, sachant qu'il franchissait une ligne qui ferait de lui soit un héros comme son grand-père, soit une autre victime d'un secret trop dangereux à révéler. Que vous a dit François? Rossignol ne se contentait pas de fournir des informations aux Allemands pendant la guerre, dit Martin, démarrant le moteur. Selon Henley, Rossignol a survécu à la guerre et a continué à opérer dans le renseignement allié pendant des décennies après. David sentit une certitude glaciale s'installer dans son estomac. Vous dites que Rossignol est toujours en vie. Il était encore en vie il y a 10 ans, lorsque quelqu'un a commencé à éliminer systématiquement les prisonniers restants du Stalag 17C. François Henley est le dernier survivant. Alors qu'il roulait à travers Bruxelles, David réalisa que la mission de Bobby ne s'était pas terminée avec sa mort en 1943. La conspiration qu'il avait tenté d'exposer était toujours active, se protégeant toujours, éliminant toujours les menaces à sa survie. La maison sécurisée était une ferme à 20 km de Bruxelles, arrangée par les contacts de l'inspecteur Martin dans le service de renseignement belge. François Henley était assis à une table de cuisine en bois, semblant plus fragile que ce matin-là, mais avec des yeux brûlants d'une colère contenue depuis des décennies. « Ils vous ont offert l'histoire du héros, n'est-ce pas ?» demanda François lorsque David entra. « Votre grand-père est mort en accomplissant une mission réussie, classifiée pour la sécurité nationale. Tout le monde reçoit des médailles et des compensations. Comment le saviez-vous? Parce qu'il raconte la même histoire depuis 60 ans. Chaque fois que quelqu'un s'approche de la vérité sur Rossignol, il propose le même marché. Acceptez le mensonge et vivez confortablement ou poursuivez la vérité et faites face aux conséquences. » L'inspecteur Martin étala des documents sur la table de la cuisine. Monsieur Henley suit cela depuis des décennies. Montrez-lui ce que vous avez trouvé, François. François ouvrit un autre portfolio, contenant des coupures de presse, des nécrologies et ce qui semblait être des rapports d'accident. Après la guerre, nous étions 7 à avoir survécu au Stalag 17C. Nous sommes restés en contact, avons comparé nos notes, essayé de comprendre ce qui s'était vraiment passé. David examina les coupures. Qu'avez-vous trouvé? Un schéma. Tous les quelques années, l'un des survivants mourait dans ce qui semblait être un accident. Accident de voiture, chute, crise cardiaque, incendie domestique. Toujours explicable,
Toujours juste assez malheureux pour éviter les soupçons. François sortit une chronologie qu'il avait minutieusement maintenue. Lieutenant-commandant Hartwell est mort en 1953. Accident de voiture à Londres. Capitaine Muller est mort en 1961. Chute dans l'escalier chez lui à Paris. Lieutenant d'aviation Page est mort en 1968. Crise cardiaque lors d'un examen médical de routine. Cela pourrait être une coïncidence, dit David, bien qu'il n'y crût pas. Vincent Torres est mort en 1984, explosion due à une fuite de gaz chez lui en Californie. Walter Brigg est mort en 1997, noyade lors d'une partie de pêche seule. Chaque décès survenait quelques mois après que le survivant avait tenté de publier des mémoires ou de contacter des historiens militaires. L'inspecteur Martin pointa la dernière entrée sur la chronologie de François. Ernest Kellerman, 2014. Le dernier survivant hormis François. Que lui est-il arrivé? La voix de François devint calme. Ernie m'a contacté en 2013. Il disait avoir trouvé de nouvelles preuves sur l'identité de Rossignol. Il avait fait des recherches dans les archives de renseignements alliés déclassifiées après la fin de la guerre froide. Quel genre de preuves? François sortit des photocopies de dossiers militaires. Ernie a découvert que Rossignol n'était pas juste un nom de code. C'était l'alias opérationnel d'un officier de renseignement spécifique qui avait accès à tous les protocoles de communication alliés et aux autorisations de mission. David étudia les dossiers du personnel. Ils étaient fortement caviardés, mais il pouvait distinguer les dates de service, les lieux d'affectation et des noms partiels. L'officier utilisant l'alias Rossignol était chargé de coordonner les opérations de renseignement entre les forces américaines, britanniques et françaises libres. Il avait accès à tout, fréquences radio, protocole d'extraction, identité d'agent, horaire de mission, et il fournissait tout cela aux Allemands. Pas pour des raisons idéologiques, dit François. Pour de l'argent. Ernie a trouvé des preuves que l'officier Rossignol était payé par le renseignement allemand via des comptes bancaires suisses. Ce n'était pas une question de sympathie nazie. C'était une question de profit personnel. L'inspecteur Martin examina les dossiers financiers. Ces transactions bancaires ont continué après la fin de la guerre. C'est le détail clé, expliqua François. Les paiements ne se sont pas arrêtés en 1945. Ils ont continué dans les années 1950, 1960 et au-delà. Rossignol n'a pas seulement trahi les opérations alliées pendant la guerre. Il a vendu des secrets de renseignement tout au long de la guerre froide. David sentit l'ampleur de la conspiration s'élargir. Vous dites que cette personne a continué à opérer comme agent double pendant des décennies. Agent triple en fait, vendant des secrets américains aux soviétiques, des secrets soviétiques aux américains, et jouant tous les côtés pour un profit personnel. La position parfaite pour quelqu'un avec un accès de haut niveau au renseignement. François sortit le dernier document de son portfolio. La dernière communication d'Ernie, envoyée 3 jours avant sa mort. Il avait identifié Rossignol. David lut la note manuscrite. François, je l'ai trouvé. Rossignol, vrai nom Guillaume Garrett, plus tard promu colonel, puis officier de liaison du renseignement au Pentagone. Toujours en vie, toujours actif en 2013. Il protège ses activités de guerre en éliminant les témoins. Votre grand-père est mort parce que Garrett ne pouvait pas risquer d'être exposé. Nous sommes tous des cibles. Si quelque chose m'arrive, les preuves sont dans le coffre-fort 347, First National Bank de Richmond, Virginie. Clé cachée derrière une brique décellée dans mon mur de sous-sol, 3e rangée du bas, côté haie. Ernie. Avez-vous trouvé les preuves d'Ernie? François hocha la tête sombrement. Je suis allé à Richmond après ses funérailles. J'ai trouvé la clé exactement là où il l'avait dit. Le coffre-fort contenait 60 ans de documentation prouvant que Guillaume Garrett était Rossignol. Quel genre de documentation? François étala des documents supplémentaires sur la table. Des relevés bancaires montrant des paiements de services de renseignement allemands, soviétiques et autres. Des copies de documents classifiés que Garrett a vendus à des puissances étrangères. Plus important encore,
Des registres de communication prouvant que Garrett était la source des fuites de renseignements qui ont compromis les opérations alliées. David examina les relevés bancaires. Les montants étaient colossaux. Des millions de dollars payés sur des décennies à un compte enregistré sous divers alias, tous traçables à Guillaume Garrett. François, ce Guillaume Garrett est-il toujours en vie? L'année dernière, oui, il a 94 ans, vivant dans un établissement de soins privés à Arlington, Virginie. Il a toujours des connexions dans la communauté du renseignement, toujours protégé par des gens qui dépendent de la dissimulation de ses secrets. L'inspecteur Martin prenait des notes. Cela explique la réaction des officiels de l'ambassade. Si Garrett est toujours en vie et a encore de l'influence, il pourrait arranger la fermeture de votre enquête. Le téléphone de David vibra avec un message de la colonelle Thornton. Votre délai de 24 heures a été avancé. Présentez-vous à l'ambassade immédiatement pour une décision finale. François vit le message et saisit le bras de David. Capitaine, ils ne vous donneront pas 24 heures. Si Garrett sait que vous avez trouvé ses preuves, il agira pour se protéger. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'Ernest Kellerman est mort quelques heures après avoir découvert l'identité de Garrett. Vincent Torres est mort le lendemain de son contact avec un historien militaire. Votre grand-père est mort parce qu'il a transmis des preuves de la trahison de Rossignol. David sentit le poids de la réalisation. Ils vont me tuer, quelle que soit ma décision. À moins que vous n'agissiez en premier, dit François. Votre grand-père est mort en essayant de transmettre ses preuves aux bonnes personnes. Vous avez la chance de terminer ce qu'il a commencé. L'inspecteur Martin se pencha en avant. Capitaine, les autorités belges peuvent offrir une protection, mais seulement si vous demandez officiellement l'asile et fournissez des preuves de menace contre votre sécurité. David pensa à sa carrière, à sa famille, à sa vie en Amérique. Tout cela serait perdu s'il choisissait d'exposer Garrett et la conspiration de 60 ans. François, que voudrait Bobby que je fasse? Le vieil homme sourit tristement. Votre grand-père croyait que certaines vérités valaient la peine de mourir pour elles. Mais il croyait aussi que certaines vérités valaient la peine de vivre pour elles. La question est de savoir si vous êtes prêt à passer le reste de votre vie à vous assurer que ce secret ne meurt pas avec nous. Le téléphone de David sonna. La colonelle Thornton. David, où es-tu? Jeanne, j'ai besoin que vous répondiez honnêtement à une question. Connaissez-vous Guillaume Garrett? Silence à l'autre bout, puis doucement. David, arrête de poser des questions et viens à l'ambassade. S'il te plaît, pour ta propre sécurité. Après avoir raccroché, David réalisa que même la colonelle Thornton avait peur de l'influence de Garrett. François, si j'expose cela, que vous arrive-t-il? J'ai 97 ans, capitaine. J'ai vécu sur du temps emprunté pendant des décennies, mais vous êtes assez jeune pour voir la justice rendue et survivre pour vous assurer qu'elle perdure. L'inspecteur Martin rassembla les documents. Nous pouvons organiser un transport sécurisé vers plusieurs destinations internationales. Une fois hors de la juridiction américaine, vous pourrez diffuser ces informations à des médias mondiaux simultanément. David regarda les preuves étalées sur la table de la ferme. 60 ans de preuves qu'un officier de renseignement américain avait trahi des opérations alliées, causé la mort d'innombrables soldats, et continué à vendre des secrets tout au long de la guerre froide. Son grand-père était mort en essayant d'arrêter Guillaume Garrett. Maintenant, David avait la chance de terminer cette mission. François, êtes-vous prêt à témoigner publiquement de tout ce que vous m'avez dit? J'attends depuis 60 ans qu'on me le demande. David prit sa décision. Inspecteur Martin, je demande officiellement la protection et l'asile sous la loi belge. J'ai des preuves d'une conspiration criminelle en cours par des officiels du renseignement américain et des menaces crédibles contre ma sécurité. Alors que Martin passait des appels officiels, David pensa à la dernière transmission de Bobby. Si je ne survis pas, enquêter sur toutes les missions autorisées par le canal Rossignol. Mission enfin autorisée. La salle de communication sécurisée au siège de la police fédérale belge bourdonnait d'activité alors que l'inspecteur Martin coordonnait avec les agences internationales d'application de la loi. David était assis devant un lien vidéo crypté,
s'adressant à des journalistes d'investigation du Washington Post, de la BBC et du Monde simultanément. Nous avons besoin d'une vérification indépendante de tous les documents avant publication, dit Sarah Chen, correspondante pour la sécurité nationale du Poste. Ce sont des allégations extraordinaires contre un officier de renseignement de haut rang. François Henley, malgré son âge, parlait avec clarté et précision en détaillant 60 ans de preuves. Monsieur Garrett n'a pas seulement trahi les opérations de guerre. Selon les dossiers financiers compilés par Ernest Kellerman, il a vendu des informations stratégiques pendant la guerre de Corée, la crise des missiles de Cuba et le conflit du Vietnam. Le correspondant de la BBC, James Morrison, se pencha en avant à l'écran. Monsieur Henley, vous affirmez qu'un seul officier américain a compromis des opérations majeures de la guerre froide pour un profit personnel. Je ne l'affirme pas, je le prouve. Nous avons des relevés bancaires, des interceptions de communication et des documents sur l'élimination systématique des témoins qui pourraient exposer ces activités. David étala les relevés bancaires de Garrett devant la caméra. Ces relevés de comptes bancaires suisses montrent des paiements totalisant plus de 40 millions de dollars en valeur actuelle, reçus des services de renseignement allemands, soviétiques, chinois et autres entre 1943 et 2010. L'inspecteur Martin entra dans la pièce avec une expression urgente. « Capitaine, nous avons un problème. L'ambassade américaine a déposé des demandes officielles d'extradition par plusieurs canaux diplomatiques. Ils prétendent que vous avez volé des documents classifiés et représenté un risque de fuite. » La journaliste française du Monde, la docteure Marie Dubois, parla depuis son écran. Cela suggère que les allégations ont du mérite. Les Américains ne poursuivraient pas une extradition aussi agressivement s'ils n'essayaient pas de supprimer des informations véritablement compromettantes. Le téléphone sécurisé de David sonna. Le nom de la colonelle Thornton apparut. David. Ikuda Tenovment. Le docteur Stone et monsieur elle ne gèrent plus votre affaire. Elle a été transmise à des agences que je ne peux pas identifier. Tu dois comprendre que tu fais face à des gens avec des ressources illimitées et aucune responsabilité. Jeanne, m'appelez-vous pour me prévenir ou pour me menacer? J'appelle parce que j'ai vu le véritable dossier de service de ton grand-père, celui qui a été scellé au-dessus de mon niveau d'habilitation pendant 20 ans. David, Bobby n'enquêtait pas seulement sur Rossignol. Il travaillait avec un groupe d'officiers de renseignement alliés qui soupçonnaient une pénétration de haut niveau de leurs opérations. David sentit les pièces s'assembler. Vous dites que Bobby faisait partie d'une enquête de contre-espionnage. Je dis que ton grand-père était l'un des nombreux officiers alliés morts de manière suspecte après s'être trop approché de l'identification de Rossignol. Le schéma que François Henley a documenté n'a pas commencé après la guerre. Il a commencé pendant la guerre. François se pencha vers le téléphone. Colonel, combien d'autres officiers alliés sont morts en enquêtant sur Rossignol? Selon les dossiers scellés, au moins 12 entre 1943 et 1945, tous répertoriés comme pertes au combat ou accidents, mais tous avaient posé des questions sur des opérations compromises dans leur secteur. Sarah Chen interrompit depuis Washington. Colonel Thornton, êtes-vous prête à témoigner officiellement de ces informations? Je suis prête à témoigner du fait que le dossier du lieutenant Robert Dubois a été classifié par des agences qui ne veulent pas que leurs activités de la Seconde Guerre mondiale soient examinées. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur la crédibilité de l'enquête du capitaine Dubois. Après que Thornton eut raccroché, David réalisa l'ampleur du réseau de protection de Garrett. Non seulement Rossignol avait opéré comme agent double pendant des décennies, mais il avait maintenu le pouvoir de classer les preuves de ses activités et d'éliminer les menaces à son exposition. La vidéoconférence se prolongea pendant 3 heures, chaque journaliste vérifiant indépendamment des aspects de la documentation de François. D'ici le soir, ils avaient établi un calendrier de publication coordonné conçu pour empêcher la suppression de l'histoire. Nous publierons simultanément sur toutes les plateformes demain matin, confirma Sarah Chen. La documentation complète sera publiée numériquement pour éviter l'édition sélective ou la suppression. Alors que les journalistes se déconnectaient, l'inspecteur Martin reçut un appel urgent de ses supérieurs. Capitaine, les autorités belges ont accepté de fournir une protection, mais il y a des complications.
Les Américains prétendent que vous avez commis de l'espionnage et demandent une extradition immédiate en vertu des accords de défense mutuelle de l'OTAN. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons vous protéger pour l'instant, mais si les Américains passent à des accusations formelles de terrorisme, la loi belge nous oblige à envisager l'extradition. Le téléphone de David vibra avec un message crypté d'un expéditeur inconnu. Lieu sécurisé compromis. Les gens de Garrett savent où vous êtes. Déplacez-vous immédiatement. Un ami. François lut le message et se leva avec difficulté. Capitaine, nous devons partir. Si Garrett a des gens dans les forces de l'ordre belge, ce bâtiment n'est pas sûr. L'inspecteur Martin vérifia son arme et sa radio. Je vais organiser un transport vers une autre installation. Mais, capitaine, vous devez comprendre que si Garrett a les ressources pour vous suivre en Belgique, il peut vous atteindre n'importe où. Alors qu'il se préparait à partir, l'ordinateur portable de David émit un signal d'un appel vidéo entrant. L'identifiant de l'appelant affichait « Guillaume Garrett ». François Blémy. Ne répondez pas. David fixa l'écran. Après 60 ans, Rossignol voulait parler. Je dois prendre cet appel. Nous devons savoir ce qu'il planifie. David accepta l'appel. L'écran montra un homme âgé dans ce qui semblait être un appartement de luxe, avec une intelligence vive dans les yeux que l'âge n'avait pas atténué. Capitaine Dubois, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Monsieur Garrett, j'ai des preuves que vous avez commis une trahison pendant plus de 60 ans. Garrett sourit. La trahison est un concept tellement dépassé, ne trouvez-vous pas? J'ai servi la cause de la paix en m'assurant qu'aucune nation ne devienne trop dominante dans les affaires mondiales. Votre grand-père ne pouvait pas comprendre la grande image. Mon grand-père comprenait que vous faisiez tuer des soldats alliés pour de l'argent. Votre grand-père était un garçon idéaliste qui s'est mêlé d'affaires au-delà de sa compréhension. Tout comme vous. François se pencha dans le champ de la caméra. Bonjour, Guillaume. Je vous ai dit il y a 60 ans qu'un jour vous paieriez pour ce que vous avez fait à ces hommes. L'expression de Garrett sedurcit. François en lait, toujours en vie, toujours à causer des problèmes. J'espérais que les causes naturelles auraient résolu ce problème d'ici maintenant. Désolé de vous décevoir, mais j'ai vécu assez longtemps pour voir la justice rendue. Le sourire de Garrett revint. La justice est un luxe pour les gens qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne vraiment. Capitaine Dubois, vous avez 1 heure pour détruire tous les documents liés à votre enquête et vous présenter à l'ambassade américaine pour un débriefing. Ou quoi? Où je démontre pourquoi j'ai survécu 60 ans dans un métier où la plupart des gens ne durent pas 60 jours. Vous ne faites pas face à un vieux vétéran sénile, capitaine. Vous faites face à quelqu'un qui a passé des décennies à construire des réseaux à travers plusieurs agences de renseignement et gouvernements. David sentit une certitude glaciale. Vous menacez de me faire tuer. Je vous informe que poursuivre cette voie aura des conséquences pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Votre grand-père a appris cette leçon trop tard. Ne répétez pas son erreur. L'appel se termina, laissant David fixer un écran vide. François posa une main sur son épaule. Capitaine, cet homme menace des gens depuis 60 ans, mais il n'a jamais fait face à quelqu'un avec la technologie de communication moderne et le soutien des forces de l'ordre international. L'inspecteur Martin coordonnait déjà avec son équipe. Nous nous déplaçons vers une installation sécurisée hors de la juridiction belge. Une fois que l'histoire sera publiée demain, la capacité de Garrett à la supprimer sera sévèrement limitée. David rassembla les dossiers de preuve. François, êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Garrett vient de nous menacer directement tous les deux. Le vieil homme sourit. Capitaine, j'ai 97 ans. Guillaume Garrett essaie de me tuer depuis des décennies. À ce stade, c'est une question de fierté professionnelle de survivre à ce salaud. Alors qu'il se préparait à quitter le bâtiment, David réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'enquêter sur la mort de son grand-père. Il terminait une mission en cours depuis 60 ans, traduisant en justice un traître qui s'était caché derrière des niveaux de classification et une protection gouvernementale. Demain matin, le monde découvrirait Rossignol.
Et le secret de 60 ans de Guillaume Garrett serait enfin exposé. L'installation de communication abandonnée de l'OTAN près de Liège avait été fermée depuis la fin de la guerre froide, mais ses bunkers sécurisés et ses systèmes de communication cryptés restaient fonctionnels. L'inspecteur Martin avait organisé l'accès par le renseignement militaire belge, créant ce qu'il espérait être un sanctuaire intraçable jusqu'au matin. David établit des liens de communication cryptés avec les journalistes internationaux pendant que François Anlay organisait 60 ans de preuves en une chronologie complète. La publication était prévue pour 6 heures GMT, dans moins de 8 heures. Le Washington Post confirme qu'ils ont une vérification indépendante des relevés bancaires suisses, rapporta David. La BBC a corroboré la chronologie des décès des survivants. Le Monde a relié les activités de Garrett à des opérations compromises de la résistance française. François leva les yeux de ces documents. Il nous manque une pièce cruciale. Une preuve des activités actuelles de Garrett et de son influence continue. Que voulez-vous dire? Guillaume Garrett n'a pas seulement trahi des opérations pendant la guerre et la guerre froide. S'il est toujours en vie et menace encore des gens, cela signifie qu'il est toujours actif. Nous avons besoin de preuves de ses activités récentes pour prouver que ce n'est pas juste une faute historique. L'inspecteur Martin entra dans la salle de communication avec une expression urgente. Nous avons un problème. Le renseignement belge signale une activité inhabituelle dans plusieurs installations américaines en Europe. Mouvement d'avions militaires, renforcement de la sécurité des ambassades, rappel de personnel de renseignement de divers postes. David sentit une appréhension croissante. Il coordonne une réponse. Il semble que oui, mais il y a autre chose. Nous avons intercepté des communications suggérant que le réseau de protection de Garrett s'étend au-delà du renseignement américain. Il y a des indications que des agences européennes sont également impliquées dans la dissimulation de ces activités. François étudia les rapports de renseignement. Ça a du sens. Si Garrett vendait des secrets à plusieurs gouvernements pendant 60 ans, tous ces gouvernements ont un intérêt à garder ces activités cachées. Le téléphone satellite de David sonna. Un appel crypté de la colonelle Thornton. David, dis-moi que tu es quelque part en sécurité. Jeanne, quel est votre statut? Êtes-vous aussi en état d'arrestation? Pas encore, mais je suis sous enquête pour divulgation non autorisée d'informations classifiées. David, la situation a escaladé au-delà de tout ce que j'ai vu en 20 ans de renseignement militaire. Que voulez-vous dire? Guillaume Garrett n'est pas juste un agent voyou protégeant de vieux secrets. Selon des sources que je ne peux pas identifier, il dirige une opération de renseignement parallèle qui s'étend à plusieurs agences et pays. Votre enquête menace un réseau qui inclut des personnes au plus haut niveau des gouvernements de l'OTAN. François se pencha vers le téléphone. Colonel, jusqu'où ce réseau s'étend-il? Assez haut pour que 3 directeurs de renseignement en poste aient soumis des démissions soudaines depuis hier. Assez haut pour que le directeur de la CIA prétende n'avoir rien su des activités de Garrett après sa retraite. Assez haut pour que le président soit briefé toutes les heures sur les mesures de contrôle des dommages. David sentit une vindication mêlée de terreur. Ils paniquent parce qu'ils savent que nous avons des preuves. Ils paniquent parce que les activités de Garrett ont compromis la sécurité nationale pendant des décennies, et tous ceux qui étaient au courant sont maintenant exposés à des poursuites criminelles et à un embarras international. L'avion atterrit à Auckland à 4 heures locales. Des officiers du renseignement néo-zélandais les accueillirent à l'aéroport, non pour les arrêter, mais pour fournir une protection pendant qu'ils coordonnaient avec les médias. La Nouvelle-Zélande n'a pas d'accord d'extradition couvrant les dénonciations de renseignement, expliqua l'inspectrice Sarah Williams du service de renseignement de sécurité néo-zélandais. Vous êtes en sécurité ici pendant que l'histoire se développe. David et François furent conduits dans une installation gouvernementale sécurisée surplombant le port d'Auckland, où ils établirent des liens de communication avec des journalistes de l'hémisphère sud. Les différences de fuseaux horaires jouaient en leur faveur. Pendant qu'il faisait nuit en Europe et en Amérique, il faisait jour en Australie et en Nouvelle-Zélande, leur donnant des heures de travail pour coordonner la publication. The Melbourne Age a relié les activités de Garrett à des échecs de renseignement pendant la crise de Timor.
rapporta David après des heures de communication sécurisée. The Wellington Post a retracé son influence sur la participation de la Nouvelle-Zélande aux évaluations de renseignement de la guerre en Irak. François examinait les documents chronologiques lorsque son expression changea. « Capitaine, regardez ceci. Le timing des échecs majeurs de renseignement au cours des 20 dernières années correspond exactement aux opérations nécessitant une coopération internationale. Le type de coopération que Garrett facilitait en tant que consultant. » David estudia la cronologie. Les échecs de renseignement du 11 septembre, les évaluations des armes de destruction massive en Irak, l'ingérence électorale russe, tout nécessitait une coordination entre les agences auxquelles Garrett avait accès. Soit il était l'officier de renseignement le plus incompétent de l'histoire, soit il sabotait délibérément des opérations pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. L'inspectrice Williams surveillait les communications internationales. « Messieurs, nous recevons des rapports intéressants de nos partenaires de renseignement. Plusieurs agences européennes prétendent que les activités de Garrett étaient autorisées par des accords internationaux classifiés qui ne peuvent pas être divulgués. »« Quel genre d'accord ?» demanda David. « Le genre qui n'existe pas dans les registres officiels mais fournit une couverture plausible pour une activité criminelle. Il semble que le réseau de protection de Garrett prétende que ces trahisons faisaient partie d'un partage de renseignements autorisé conçu pour maintenir la stabilité mondiale. » François rit amèrement. 60 ans plus tard, et ils essaient toujours de vendre le même mensonge. Garrett ne maintenait pas la stabilité. Il profitait du conflit en s'assurant qu'aucun qu'en obtienne un avantage décisif. Le téléphone satellite de David sonna. Un numéro international inconnu. « Capitaine Dubois, ici l'ambassadeur Chen Wei du ministère chinois de la Sécurité d'État. Nous comprenons que vous avez des informations sur les activités de renseignement américaines qui pourraient être pertinentes pour nos intérêts nationaux. » David regarda François et l'inspectrice Williams. Ici le capitaine Dubois. Quel genre d'intérêt? Nous avons des raisons de croire que l'officier américain que vous enquêtez a vendu des informations chinoises à plusieurs agences occidentales pendant des décennies. Nous souhaiterions organiser une rencontre pour discuter d'une coopération mutuelle dans l'exposition de ces activités. Après avoir raccroché, David réalisa que les implications internationales s'étendaient au-delà de l'OTAN. François, si Garrett vendait aussi des secrets à la Chine, ce n'est pas seulement une question de coopération de renseignement occidental. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 60 ans à jouer tous les côtés les uns contre les autres pour un profit personnel, répondit François. Et maintenant, tout le monde veut savoir exactement ce qu'il a vendu à leurs ennemis. L'inspectrice Williams reçut une communication urgente. Messieurs, la situation devient extrêmement fluide. Nous recevons des demandes d'informations de services de renseignement de plus de 20 pays. Il semble que les activités de Garrett aient touché des opérations à l'échelle mondiale. David coordonna les détails finaux de publication avec les médias internationaux. Publication synchronisée dans 6 heures. La documentation complète sera disponible sur plusieurs serveurs pour empêcher la suppression. François se leva avec difficulté, se dirigeant vers la fenêtre surplombant le port d'Auckland. « Capitaine, votre grand-père serait fier. Après 60 ans, Guillaume Garrett va enfin faire face à la justice. François, vous sentez-vous bien ?» Le vieil homme sourit avec lassitude. « J'ai 97 ans et j'ai combattu cette bataille pendant la majeure partie de ma vie. Je suis fatigué, mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne verrai pas le visage de Garrett en première page de tous les journaux du monde. » Le téléphone de David vibra avec un dernier message de Guillaume Garrett. « Profitez de votre victoire, capitaine. Mais souvenez-vous que certains secrets ont des conséquences qui durent plus longtemps que ceux qui les révèlent. » 6 heures plus tard, l'histoire éclata simultanément sur 3 continents. Un espion américain a vendu des secrets pendant 60 ans domina les gros titres de Sydney à Cape Town. Les preuves étaient indéniables, la documentation complète, et les implications internationales stupéfiantes. En quelques heures, Guillaume Garrett fut arrêté au siège de la CIA à Langley, accusé de trahison, d'espionnage et de conspiration sur cette décennie. Les arrestations s'étendirent à des officiels du renseignement dans 12 pays qui avaient protégé ses activités. François Panley, à 97 ans,
devint le témoin clé dans ce que les médias internationaux appelèrent l'affaire d'espionnage la plus longue de l'histoire moderne. Et le lieutenant Robert Dubois, porté disparu depuis 1943, reçut à titre posthume la médaille d'honneur pour son sacrifice en tentant d'exposer la trahison qui avait coûté d'innombrables vies alliées. Mais alors que David regardait la couverture médiatique depuis Auckland, il savait que la véritable victoire n'était pas dans les médailles ou les arrestations. La véritable victoire était que, après 60 ans, la vérité avait enfin vaincu la conspiration qui avait tué son grand-père. La mission de Bobby était terminée. 6 mois plus tard, David Dubois se tenait au cimetière national d'Arlington alors que le lieutenant Robert « Bobby » Dubois était enfin mis en terre avec tous les honneurs militaires. Le gouvernement belge avait rapatrié ses restes après que les enquêteurs eurent confirmé le site du crash, et l'armée avait organisé la cérémonie retardée par 60 ans de mensonges. François Henley, maintenant âgé de 98 ans, était assis au premier rang des chaises pliantes, son témoignage ayant été crucial pour condamner Guillaume Garrett pour trahison, espionnage et conspiration. Le procès avait duré 4 mois et révélé l'ampleur totale d'une trahison qui avait influencé les événements internationaux pendant cette décennie. Présenter les armes. Les fusils de la garde d'honneur se levèrent à l'unisson alors que le cercueil drapé du drapeau de Bobby était descendu dans la terre aux côtés d'autres héros morts au service de leur pays. David accepta le drapeau plié du commandant de la garde d'honneur, pensant au voyage qui les avait conduits à ce moment. La mission de son grand-père, lancée en septembre 1943, avait finalement été achevée dans une installation gouvernementale néo-zélandaise en 2024. Après la cérémonie, David et François marchèrent parmi les pierres tombales blanches vers la tombe du soldat inconnu. François avançait lentement avec sa canne, mais ses yeux restaient vifs et concentrés. « François, que pensez-vous que Bobby dirait de tout cela ?» Le vieil homme réfléchit soigneusement à la question. « Je pense qu'il serait fier que la vérité ait enfin éclaté, mais je pense qu'il serait encore plus fier que cela se soit fait de la bonne manière, par une enquête appropriée, une coopération internationale et une justice légale plutôt que par une action de justicier. » David Hochelatet. Le tribunal international qui avait jugé Garrett avait établi de nouveaux précédents pour la poursuite des crimes de renseignement couvrant plusieurs décennies et pays. 12 nations avaient révisé leurs procédures de supervision du renseignement, et l'OTAN avait mis en place de nouvelles protections contre le type d'opération parallèle menée par Garrett. Avez-vous entendu les dernières nouvelles sur la sentence de Garrett? François sourit sombrement. Emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À 94 ans, il mourra en prison fédérale. La justice a peut-être été retardée, mais elle n'a pas été refusée. Ils s'arrêtèrent à un banc donnant sur les terrains de cérémonie. François sortit une vieille photo, la même photo d'unité que David avait trouvée dans l'avion écrasé de Bobby. « J'ai pensé à cette image, » dit François. « Votre grand-père, moi et les autres hommes qui connaissaient Rossignol. Nous étions tous jeunes à l'époque, pensant que nous combattions une guerre qui se terminerait par une victoire claire et une défaite. Au lieu de cela, vous avez découvert que certaines guerres ne se terminent jamais vraiment. Non, capitaine. Nous avons découvert que certaines guerres valent la peine d'être menées pendant des générations. Votre grand-père a commencé quelque chose en 1943 que nous avons terminé en 2024. Ce n'est pas un échec. C'est de la persévérance. » Le téléphone de David sonna. L'inspectrice Williams du renseignement néo-zélandais. « Capitaine Dubois, j'ai des nouvelles de l'enquête internationale. Le tribunal a déclassifié des documents qui fournissent l'ampleur complète des activités de Garrett. Qu'ont-ils trouvé? Des opérations dans 47 pays sur 60 ans. Des transferts financiers totalisant plus de 200 millions de dollars, des compromissions de renseignements qui ont influencé les résultats de 3 guerres, 12 crises internationales et d'innombrables opérations plus petites. » François se pencha vers le téléphone. « Inspectrice, qu'en est-il des autres survivants? Les familles des hommes morts à cause des trahisons de Garrett? Le tribunal a établi un fonds de compensation pour les victimes des activités de Garrett. Plus important encore, ils ont créé une base de données internationale pour empêcher ce type de trahison de renseignement à long terme de se reproduire. » Après avoir accroché, David et François restèrent assis en silence parmi les pierres tombales d'Arlington,
pensant au coût des secrets et au prix de la justice. François, pensez-vous parfois à ce qui serait arrivé si Bobby avait réussi en 1943? Tous les jours. Des milliers de soldats auraient peut-être vécu. Des dizaines d'opérations de renseignement auraient peut-être réussi. La guerre froide aurait pu évoluer différemment. Pensez-vous que cela valait la peine de poursuivre après toutes ces années? François se tourna pour regarder David directement. Capitaine, votre grand-père est mort en croyant que certaines vérités valaient n'importe quel sacrifice. J'ai passé 60 ans à prouver qu'il avait raison. David pensa à son propre voyage, d'une enquête de routine sur un crash à un procès de conspiration internationale. Sa carrière militaire s'était terminée lorsqu'il avait demandé l'asile en Belgique, mais le département de la Défense lui avait offert un poste à la nouvelle Commission internationale de supervision du renseignement. François, on m'a demandé de diriger l'enquête sur d'autres cas de renseignement historique qui pourraient impliquer des trahisons similaires. Allez-vous accepter? Je pense que Bobby voudrait que je le fasse. Il y a probablement d'autres secrets là-dehors, d'autres conspirations protégées par la classification et l'intimidation. François sourit. Votre grand-père serait fier. Mais, capitaine, promettez-moi quelque chose. Quoi? Promettez-moi que vous vous souviendrez de la différence entre les secrets qui protègent la sécurité nationale et les secrets qui protègent des activités criminelles. Bobby est mort parce qu'il comprenait cette différence. David serra la main de François en lait pour ce que les deux hommes savaient pourrait être la dernière fois. À 98 ans, François avait accompli ce qu'il s'était fixé de faire 60 ans plus tôt. Guillaume Garrett était en prison. La vérité était publique, et Robert Dubois était enfin reconnu comme le héros qu'il avait toujours été. En s'éloignant du cimetière d'Arlington, David pensa aux paramètres de la mission qui avait façonné le dernier vol de son grand-père. Objectif principal, extraire des actifs de renseignement de grande valeur d'une installation allemande de prisonniers. Objectif secondaire, destruction de l'installation pour éviter des représailles. Bobby n'avait pas réussi à extraire les prisonniers, mais il avait réussi à identifier la source de la trahison de renseignement qui compromettait les opérations alliées. Sa véritable mission, celle qui avait pris 60 ans à accomplir, était d'exposer Guillaume Garrett. Le téléphone de David vibra avec un message de la Commission internationale de supervision du renseignement. Capitaine Dubois, votre première mission concerne des agents de l'OSS disparus dans le théâtre du Pacifique, 1944 à 1945. Les dossiers suggèrent une possible trahison de renseignements similaire à l'affaire Garrett. Présentez-vous pour un briefing lundi. David sourit, pensant à la dernière transmission de Bobby. Si je ne survis pas, enquêter sur toutes les missions autorisées par le canal Rossignol. L'enquête continuait, et quelque part, d'autres familles attendaient la vérité sur leur héros disparu. David s'éloigna du cimetière d'Arlington, sachant que la mission de son grand-père était devenue la sienne, veillant à ce que ceux qui étaient morts au service de leur pays ne soient pas trahis par ceux à qui il faisait confiance pour honorer leur sacrifice. La dernière mission du lieutenant Robert Dubois était terminée, mais le travail du capitaine David Dubois ne faisait que commencer. Au loin, le soleil d'automne se couchait sur la capitale nationale, projetant de longues ombres sur les tombes des héros morts en croyant que leur sacrifice comptait. Bobby Dubois était enfin rentré chez lui, et son petit-fils poursuivait le combat pour la vérité qui avait commencé avec un P-51 écrasé dans une forêt belge et s'était terminé par la justice dans une salle d'audience internationale. Certaines missions prennent des générations à accomplir, mais elles valent toujours la peine d'être terminées.